de défense sur i24 News. Cette semaine, on vous propose une plongée au cœur de la négociation de crise après la prise d'otage de Sydney. On se rendra également à la frontière nord d'Israël où l'on se prépare à une éventuelle attaque du Hezbollah. Tout ça, c'est au programme de défense. The threat from ISIL or Daesh, al-Nusra Front and other al-Qaeda affiliated groups is more dangerous, more global and more diversified than ever before. We don't yet know the motivation of the perpetrator. We don't know whether this is politically motivated, although obviously there are some indications that it could be. The concerns and anxieties of the Australian people at a time like this, that our thoughts and prayers must above all go out to the individuals who are caught up in this. C'est le monde entier qui a retenu son souffle ce lundi quand un homme armé a pris en otage des dizaines de personnes dans un café du centre-ville de Sydney. 16 heures d'angoisse, 16 heures de négociations au terme desquelles 2 otages ont été tués après l'assaut lancé par le commando australien. On regarde tout de suite ce reportage et on en reparle après avec notre invité. La prise d'otage aura duré plus de 15 heures. C'est dans ce café en plein cœur de Sydney qu'un homme, Manaron Moniz, retenait plus de 20 personnes. La police lance l'assaut dans la nuit. Une série de lourdes détonations retentissent vers 2 heures du matin, heure locale. Des commandos de la police entrent par une porte latérale permettant l'accès à l'établissement. Des otages sortent en courant, tandis que d'autres sont emmenés sur des brancards. Dès le début de la prise d'otage, la police avait annoncé son objectif, faire le moins de victimes possible. Notre seul but ce soir, qu'importe le temps que ça prendra, c'est d'arriver à faire sortir en toute sécurité les otages qui sont actuellement dans le bâtiment. Cela reste notre priorité numéro 1 et cela ne changera pas. Tout avait commencé à 10 h ce matin. Au fil des heures, plusieurs otages ont réussi à s'échapper par une porte de côté du café. Ils sont toujours interrogés par la police qui tente d'en savoir plus sur les motivations du preneur d'otages. Très vite, le quartier avait été bouclé. Des dizaines de policiers armés encerclaient le café et se préparaient à une intervention sous les yeux médusés des passants. Je suis arrivé au travail 5 ou 10 minutes après mon arrivée. J'ai vu des personnes les yeux rivés sur les écrans de télé du bureau. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que quelque chose se passait en bas. Nous avons jeté un coup d'œil par la fenêtre et nous sommes restés sur place. Le preneur d'otages serait mort au cours de l'assaut. C'était un réfugié iranien converti au sunnisme et âgé de 49 ans. Il était sous le coup d'une mise en examen pour complicité de meurtre et agression sexuelle. Mais ses motivations réelles sont incertaines. Durant la prise d'otage, il a obligé 2 de ses prisonniers à tendre une pièce de tissu sur laquelle est écrite la profession de foi musulmane. Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mahomet est son prophète. L'homme se montrait à visage découvert et n'avait pas le profil d'un terroriste aguerri. Était-il fou? Était-ce un islamiste illuminé? Quels étaient ses objectifs et ses revendications? Le Premier ministre Tony Abbott avait reconnu dans la journée ne pas connaître les motivations exactes du preneur d'otages. Nous ne connaissons pas les motivations de l'auteur. Nous ne savons pas s'il agit pour des motifs politiques, mais de toute évidence, il existe des éléments allant dans ce sens. Le gouvernement australien multiplie depuis quelques mois les arrestations de personnes soupçonnées de soutenir l'organisation État islamique ou de faciliter le départ de jeunes Australiens pour combattre en Syrie ou en Irak. À plusieurs reprises, il a mis en garde la population contre les risques d'attentats de loups solitaires sur son sol et relevé en septembre son alerte terroriste. Et depuis Tel Aviv, je salue le professeur Ariel Merari, spécialiste du terrorisme. Il a commandé pendant plus de 20 ans une unité israélienne de gestion de crise et de négociation durant les prises d'otages. Bonsoir professeur Merari. Alors revenons à ce moment où tout a basculé, c'était lundi matin. Comment est-ce que vous avez évalué la situation à ce moment-là ?
Vous savez, dans tout attentat de ce type, la situation est très difficile. Mais lorsque l'on parle d'une attaque où il n'y a qu'un seul preneur d'otages, un nombre d'otages qui n'est pas trop important et où l'on peut observer distinctement la prise d'otages à partir des fenêtres du café, c'est une bien meilleure situation que quand le nombre d'otages est très élevé, celui des preneurs d'otages également, et qu'ils appartiennent à une organisation structurée qui les a préparés militairement à ce genre d'action. Les preneurs d'otages étaient connus des services de renseignement. Est-ce que c'est possible de prévenir, d'empêcher ce genre d'attaque que l'on impute à des loups solitaires ? En fin de compte, il est très compliqué, voire impossible, d'empêcher des attaques de ce type perpétrées par des loups solitaires, car leur principale motivation, peut-être pas la seule, mais la principale, relève de la psychopathie et non d'une certaine idéologie. Vous savez qu'il n'est pas possible d'arrêter tous les extrémistes dans un pays tant qu'ils n'ont pas commis de crimes ou de délits. Merci beaucoup, professeur Ariel Merari, pour cette interview. Et on prend la direction de la frontière nord d'Israël, celle qui jouxte le Liban, un site très sensible compte tenu de la présence du Hezbollah. Israël vient de déployer une batterie de missiles antimissiles patriotes pour parer une éventuelle attaque provenant du Liban. Reportage dans la région de Haïfa de Maxime Pérez que l'on retrouve tout de suite après. La dernière fois qu'il s'était illustré, ce fut pendant la guerre du Golfe face aux missiles Scud de Saddam Hussein. Et avec un taux d'interception d'à peine 40%. Mais ces derniers mois, le système antimissile américain Patriot a retrouvé son rendement opérationnel. À son actif, 2 drones abattus en provenance de Gaza pendant l'opération Bordure Protectrice cet été. Un 3e à la frontière syrienne. Et plus récemment, un chasseur Sukhoi du régime d'Assad. La force de ce système réside dans sa polyvalence. Il est capable de contrer efficacement une gamme assez large de menaces, des appareils conventionnels comme des avions ou des hélicoptères de combat, et aussi ce qu'il devient désormais une vraie tendance dans l'espace aérien, les drones. Depuis les années 90, les batteries du système Patriot sont déployées de façon permanente dans le centre du pays. Mais le réchauffement de la frontière syrienne observé ces 3 dernières années a poussé l'armée de l'air israélienne à renforcer son dispositif dans 2 secteurs clés du nord du pays. L'agglomération de Haïfa et sa population de 500 000 habitants, la 3e plus importante du pays. Et Safed, qui surplombe la région de Galilée et le plateau du Golan. Utiliser le Patriot contre des missiles de longue portée, c'est une question de choix. Si nous avons suffisamment de batteries anti-aériennes comme le Dôme de Fer, la Fronde de David et le Hetz, le besoin sera moins important. Mais cette capacité existe. Nous avons cette souplesse opérationnelle qui rend ce système parfaitement adéquat. Malgré la menace latente posée par le Hamas et les autres factions palestiniennes sur le front sud, c'est vers le Liban et la Syrie que Tsahal se prépare à un scénario d'escalade qui pourrait exposer l'arrière-front à un déluge de feu sans précédent. En ligne de mire, le puissant Hezbollah, dont l'arsenal de roquettes estimé à 100 000 projectiles, pose un immense défi. Le Hezbollah représente pour nous une menace à la fois au niveau de ses capacités de tir, ses roquettes, mais aussi du fait qu'il possède des avions sans pilote. Face à ces 2 menaces, l'armée de l'air dispose de systèmes efficaces. Ces systèmes, parce qu'ils sont défensifs, ne garantissent jamais une protection hermétique. On ne peut pas atteindre un taux de réussite de 100%, mais nous avons un dispositif efficace contre les roquettes. Système le plus ancien au sein de l'aviation israélienne, le Patriot n'en est pas moins vétuste. Ces missiles intercepteurs sont aujourd'hui équipés d'un système à guidage avancé. Le Patriot, un élément clé du dispositif de défense antiaérienne mis au point par Tsahal et qui demain, face au Hamas, au Hezbollah et même face à l'Iran, promet d'être en première ligne. Maxime Pérez, on vous retrouve. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'avec ce bouclier antimissile, les Israéliens peuvent dormir tranquilles ? En tout cas, Israël est le seul pays au monde qui dispose véritablement d'un parapluie antimissile, comme pouvaient en rêver les États-Unis au début des années 90, mais ils n'ont à ce stade développé qu'un système
antiaérien d'interception de missiles balistiques, qui est le missile Arrow, d'ailleurs développé conjointement avec Israël. Mais Israël, oui, dispose à la fois d'un système d'interception de roquettes et de missiles de courte portée, le dôme de fer, on l'a vu cet été à Gaza une nouvelle fois à l'épreuve. Nous avons le système en cours de développement David Sling, Front de David, qui lui interceptera dans les prochains mois, lors de la prochaine confrontation. Il est sur le point d'être déployé des roquettes de moyenne portée, d'une portée donc de 70 à 250 km. Et puis il y a ces deux éléments plus connus, le Patriot que l'on vient de voir pour les missiles balistiques, les drones, les avions de combat ou les hélicoptères de combat même, et puis le système Arrow dont je n'ai parlé. Donc c'est un véritable parapluie antimissile unique au monde qu'a mis au point Israël. Et évidemment, c'est un élément qui ne peut que réconforter l'arrière-front en période de guerre face aux menaces que l'on connaît qui entourent Israël. Alors ces menaces, elles sont multiples. Il y a celle du Hezbollah à la frontière nord. Quelle est la probabilité que l'on se dirige vers un tel scénario, vers un nouveau round de confrontation face au Hezbollah ? On y est proche, même si l'analyse est que du fait de l'embourbement dans lequel se trouve actuellement le Hezbollah en Syrie, la probabilité qu'il trouve un intérêt à entrer dans une confrontation directe avec Israël à l'heure actuelle est faible, mais ce risque existe et tout son arsenal de roquettes et de missiles, qui est actuellement évalué à 100 000 projectiles par les renseignements militaires israéliens, eh bien, cet arsenal, il est tourné vers une confrontation vers Israël. Et pour l'état-major de Tsahal, il ne fait aucun doute que c'est une question du temps jusqu'à ce que cette probabilité se mette en place, celle d'une confrontation avec le Hezbollah. Donc nous en sommes proches parce qu'aujourd'hui, Israël revendique des frappes en Syrie, elle revendique des ripostes contre des cibles du Hezbollah à chaque fois qu'il y a des tirs de roquettes contre le territoire israélien venant de pays comme la Syrie ou le Liban, et que le Hezbollah lui aussi a déterré la hache de guerre en revendiquant plusieurs attaques à l'explosif dans le secteur contesté des fermes de Sheba. Alors Maxime Pérez, vous restez avec nous, continuez à parler du Hezbollah et cette question, l'organisation a-t-elle été victime d'une infiltration au plus haut niveau ? Le mouvement terroriste libanais annonce avoir découvert l'existence d'un espion travaillant pour Israël dans son propre état-major. On garde ce sujet, les signes Mathias Sinbar, on en reparle tout de suite après avec vous. Est-ce une nouvelle étape dans la guerre secrète que se livrent le Hezbollah et Israël ? L'information fait du moins la une de tous les sites en langue arabe. Le mouvement chiite a récemment dévoilé l'existence d'un agent travaillant pour le Mossad, occupant un poste clé dans l'unité des renseignements du Hezbollah. Son nom n'y est pas dévoilé, seulement des initiales MSH, fonctionnaire de l'unité 910, responsable des opérations extérieures contre des cibles israéliennes spécifiques. Une unité qui, depuis les années 80, serait responsable des attentats dans le monde attribués au Hezbollah. À son actif, entre autres, l'attentat de la rue de Rennes en 1986 à Paris, 13 morts. L'attentat contre le centre culturel juif de Buenos Aires en 1994, 84 morts. À sa tête, jusqu'en 2008, un certain Iman Mourni, chef des opérations militaires du mouvement libanais, assassiné en 2008 à Damas. Une élimination attribuée par le Hezbollah à Israël. Et selon ce rapport publié ce mardi, cet agent double y aurait justement joué un rôle clé. MSH aurait également réussi à déjouer un certain nombre d'opérations du Hezbollah prévues pour venger la mort de Mournier. Il aurait de surcroît transmis à Israël une série d'agents du Hezbollah opérant dans le monde. Jérusalem n'a pour l'heure pas commenté l'information et de manière traditionnelle ne devrait pas communiquer sur le sujet, même si pour des cadres de l'appareil sécuritaire israélien, le Mossad n'aurait pas confié de telles responsabilités à ce que les services secrets israéliens qualifient de non-israéliens. Alors Maxime, on l'a vu dans ce reportage, la découverte de cet agent double, on peut parler de coup dur pour les services de renseignement israéliens ? Oui, c'est toujours un coup dur quand des réseaux d'espionnage, des agents utilisés par les services de renseignement israéliens sont découverts, soit par le Hezbollah, soit par l'armée libanaise. Il y a eu ces dernières années à plusieurs reprises des vagues d'arrestations menées par les autorités libanaises contre des prétendus agents israéliens, des ressortissants libanais vraisemblablement recrutés par le Mossad ou par une autre agence de renseignement israélien. Donc c'est un coup dur effectivement, mais il y a un travail d'abord perpétuel de recrutement et de renouvellement
de ces mêmes cellules en fonction de nouveaux objectifs qui peuvent être mis au point. Et puis il faut aussi préciser que cet aveu, en tout cas cette annonce de l'arrestation de ce membre supposé du Mossad est aussi un coup dur en soi pour le Hezbollah, puisque par la même occasion, le Hezbollah donne l'illustration qu'il a été pénétré au cœur de son appareil sécuritaire. On parle d'un garde du corps du Cheikh Hassan Nasrallah, qui est probablement l'un des hommes les plus protégés du Moyen-Orient, surtout depuis que le Hezbollah est impliqué en Syrie, que le Hezbollah a à ses trousses des organisations comme le Front Jabhat al-Nusra et d'autres groupes djihadistes. Donc c'est une performance aussi pour les services de sécurité israéliens. Cela, bien sûr, participe à cette guerre secrète que se livrent à la fois Israël et le Hezbollah. Le Hezbollah qui, clandestinement lui aussi, tente coûte que coûte de porter intérêt à des intérêts juifs ou israéliens. On l'a vu ces dernières années en Europe et même à Chypre plus récemment, en menant des attentats. Donc on est dans cette logique-là de confrontation souterraine. Merci beaucoup Maxime Pérez pour ce décryptage et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de Défense. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle immersion au cœur de la planète stratégique et militaire. En attendant, voici la suite de vos programmes sur A24 News. Ne bougez pas.